Nous voilà déjà de retour cette semaine pour la preview du Tour de France. Et oui, puisque samedi, au départ à Brest, ce sera le 108e Tour de France déjà, Loïc. Et du coup, on s'est dit qu'on allait faire une petite preview des familles. Bien tranquillement, on va essayer d'être un peu plus sérieux qu'au show d'hier, parce que c'est parti un petit peu... Ah bon? Tu parles pour toi, je sais pas. Ouais, non, c'est vrai. C'est moi, j'étais trop excité de te revoir, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est parti pour la preview du Tour. Allez. Donc cette année, Loïc, on l'a déjà dit, mais le Tour est de retour en Bretagne et partira donc samedi de Brest pour 3383 km. Plus ou moins ce qui se fait tous les ans, donc 21 étapes. Là, jusque-là, tout est classique. Cette année au programme, on a 6 étapes de haute montagne, ce qui est relativement peu, au final. Mais bon, ça suffira. Ouais. Dont 3 arrivées au sommet. Voilà, ça on a de quoi, voilà. 5 étapes de moyenne montagne, et là à mon avis il y aura déjà de quoi voir des échappées et pourquoi pas de la bagarre pour le classement général. Et 8 étapes pour les sprinteurs à voir, pas forcément, mais en tout cas avec des opportunités pour une arrivée groupée. Donc je te propose qu'on commence par le parcours, qu'on regarde en tout cas les étapes qui nous semblent les plus intéressantes dans le détail, et après on regardera les candidats à la victoire. T'as oublié les 2 chronos? Ah oui, évidemment. 2 contre la montre, évidemment. Plus un critérium autour des Champs-Élysées. Ah ouais, non mais ça. Allez, maintenant qu'on a tout dit, rentrons un peu dans le détail, Loïc. Par quoi on va commencer dès samedi? La première étape, c'est en Bretagne, tu l'as dit, à Brest, dans cette modeste petite ville de la pointe bretonne. Départ Brest, arrivée Landerneau, 187 km à travers le Finistère, donc une étape très casse-pattes. Pour les punchers, aux allures de classique wallonne, j'ai envie de dire, Florian. Ouais, classique bretonne même, tu peux y aller. Classique bretonne, mais je dis classique wallonne parce qu'il y a quand même des Belges qui sont taillés pour ce genre d'étape. Ouais, je pense à un Hollandais aussi en particulier qui va découvrir le Tour de France. Vous avez suivi mon regard évidemment, Mathieu Van Der Poel qui sera au départ de sa première grande boucle et qui pourrait être un prétendant à la victoire de cette étape déjà. Mais évidemment, notre Alaf national est aussi très en canne et pourrait profiter d'une arrivée qui est réservée à des punchers, puisqu'on aura une montée de 3 km à presque 6% de moyenne. Ouais, ça peut déjà commencer à faire quelques petits écarts pour le plaisir. Déjà du spectacle dès le premier jour, et la Bretagne nous donnera du spectacle le deuxième également, et c'est pas pour rien qu'on a choisi d'aller au Tour de France dès ce grand départ en Bretagne, puisqu'on aura une arrivée à Mur de Bretagne qu'on avait déjà connue par le passé, avec 2 passages sur la ligne, donc double ration de Mur de Bretagne. Donc vous le savez, c'est une belle montée avec des passages à 10% qui là aussi va favoriser les punchers, donc rebelote. Peut-être le même scénario que la veille, avec un vainqueur différent, on verra, mais en tout cas, il ne faudra pas s'endormir déjà chez les favoris. On a l'habitude de dire on gagnera pas le tour, mais on peut le perdre déjà, en tout cas perdre de grosses secondes. Un tour ne se gagne pas en première semaine, mais il peut se perdre. Exactement. C'était en 2018 la dernière fois qu'on avait eu droit à Mur de Bretagne, avec une victoire française. Tu te souviens qui c'était ? Alexis Birmot. Exactement. T'as vu, j'ai révisé. T'as bossé. Voilà. Moi, je te propose de passer direct à l'étape numéro 5 ensuite, puisqu'on aura de la transition jusque-là, qui est le premier contre-la-montre, t'en as parlé, entre Changé et Laval, de 27 km. Et là, on risque de voir qui est en forme dès la première semaine du Tour. Je pense notamment au classement général, avec certains gros moteurs en chrono comme des Primož Roglič, des Pogačar ou des Geraint Thomas. Ouais, mais je pense que ça n'aura pas une grosse incidence sur le général pour la suite. Il est de bonheur quand même, donc... À voir. En tout cas, le leader pourrait changer au soir du contre-la-montre de la 5e étape. Ensuite, qu'est-ce qu'on a noté comme étape intéressante là? La 7e étape, Vierzon-le Creusot, 248 km, et là c'est une étape pour sprinter. Donc ouais, pas spécialement sprinter, Loïc. Dernier kilomètre à 13% de moyenne, t'as intérêt à... mais ils sont tellement en vacances pendant 240 bornes, si tu veux, que les mecs, ils arrivent frais comme des gardons. Ouais, j'ai compris, c'était de la mauvaise foi, évidemment. Ouais. Moi, je verrais bien, en parlant de sprinter, un qui pourrait éventuellement passer sur ça, mais il faudra vraiment qu'il soit dans un grand jour, c'est le tout nouveau champion d'Italie, Sonny Colbrelli, qui parmi les sprinters qui peuvent éventuellement s'accrocher dans des petits murs difficiles comme ça. Voilà. Mais en tout cas, je tablerais plus sur un Français. Excuse-moi, mais je dirais plus Christophe Laporte. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et encore une fois, on peut tabler sur Julien Alaphilippe aussi dans ce genre d'arrivée, évidemment. S'il a la même forme qu'en 2019, ce que moi je crois, il peut prétendre à une étape sûre de cette année. Oh oui. On est d'accord.
D'ailleurs, étape numéro 8, là, en l'occurrence, ça va lui rappeler des souvenirs, puisque c'est là où il avait pris le maillot jaune en 2018, puisque c'est l'arrivée au Grand Bornand. Et là, on attaque les choses sérieuses avec de la montagne. Pour le coup, on aura quelques petites mises en jambe avec Mont Saxonex, tu connais, 5,7 km à 8,3% de moyenne. En tout cas, la moyenne indique que ça ouais, mais c'est une borne, c'est un pont d'autoroute. C'est vrai. Bon, en tout cas, on aura ensuite le col de Rome et de la Colombière, et là c'est un peu autre chose en termes de distance, donc ça pourrait déjà un peu écrémer. Pourquoi pas une échappée ce jour-là? Moi je verrais bien une échappée aller au bout. Ouais. Et ensuite on s'enfonce un peu plus dans les Alpes, Loïc, en deuxième étape. Et là par contre c'est de Cluse à Tignes. Tignes, enfin moi j'ai des souvenirs, t'as pas envie de t'en souvenir. Et là par contre, là on est vraiment sur de la haute montagne. On va traverser 3 cols, c'est ça Florian? Donc le col des Saisies, un calvaire. Je sais pas si vous l'avez déjà fait, c'est un calvaire. Le col du Pré, c'est aussi un calvaire. Et le pire, le Cornet de Roselin. Le Cornet de Roselin avant la montée finale, puisqu'on arrive à Tignes ensuite. Donc moi j'ai eu la chance de le faire aussi en course. Au Cornet de Roselin, au Giro des Vallées d'Aoste. Et c'est interminable. Et la montée finale à Tignes, on rappelle, c'était ce qu'on aurait dû parcourir en 2019 lorsqu'il y avait eu les éboulis, les coulées de boue, etc. Voilà, exactement. Donc un remake, en espérant cette fois-ci qu'on voit Tignes dans des conditions décentes, mais en tout cas là on pourra avoir une vraie première grosse bagarre pour le général avec cette arrivée au sommet. Là c'est sûr. Le 6 juillet, on aura la 10e étape entre Albertville et Valence, 186 km dédié aux sprinteurs. Voilà, je pense qu'après les Alpes, il faudra voir qui a bien digéré, mais peut-être une petite victoire de Arnaud Desmar. Tiens, moi j'ai mis une petite pièce. Comme ça. Une petite comme ça. Ouais, en passant. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est la 11e, Loïc, le 7 juillet. Oui, parce qu'on a fait les repérages quand même. Voilà. Donc nous, on aurait été bons. Malheureusement, on n'a pas réussi à avoir des dossards. Donc merci à SO de ne pas nous donner les dossards. Ouais, je l'ai mis exprès. Avec une arrivée à Malocène, en bas du Mont Ventoux. Donc ils vont escalader le Mont Ventoux. Et pas qu'une fois. Ouais, pas qu'une fois. 2, 3, 4. Non. Ils font même la partie gravel, je crois. Ouais, c'est ça. Donc oui, ils vont faire l'ascension au départ de Sceaux, qui est la plus facile en théorie, mais aussi la plus longue, puis redescendre à Malocène une première fois, remonter par Bédouin, qui est le côté le plus traditionnel et le plus difficile. Et bon, petite originalité malgré tout, il y aura une arrivée en bas, puisqu'ils redescendent à Malocène pour l'arrivée. En tout cas, voilà, beaucoup parmi vous ont vu passer qu'on a fait notre propre reconnaissance du Ventoux. On vous en dit pas plus, sauf qu'on a certainement eu des conditions météo très différentes de celles qui les attendront le 7 juillet prochain. Et c'est à retrouver du coup dimanche 4 juillet sur JCN en français. Loïc. D'accord, merci Florian. On regardera ça. Voilà, exactement. On regardera. Qu'est-ce que tu nous dis sur les étapes suivantes? L'étape suivante, ce sera une arrivée du côté de Nîmes. Et là, c'est les étapes que je préfère parce qu'il va y avoir de la bordurasse, c'est sûr. Ouais, là ça sent le vent. On compte plus le jour où il n'y a pas de vent, le nombre de jours où il n'y a pas de vent, plus que le nombre de jours où il y a du vent chez eux. Ouais. Donc c'est sûr, ça va bordurer, il va y en avoir partout et là on aura du spectacle. Entre De Koninck et Ineos qui ont démontré qu'ils n'étaient pas mauvais dans le style aussi, je pense que il y en a quelques-uns. L'étape est courte quand même. Non, le 9 juillet c'est 220. Ouais, l'étape est courte. Oui, d'accord, c'était encore une fois ironique. Yo-yo quoi, je suis mal coiffé ou quoi? J'avais une mèche au milieu du front. Donc ensuite, le 10 juillet, on passe à l'étape 14 et là on arrive vers chez moi, Lolo. Enfin, on rentre dans le sud-ouest quoi. À Paris Carcassonne-Quillan. Oui, je sais que j'ai des chez moi un peu partout, mais certainement pas à Paris, mais en tout cas non plus. À Bordeaux on part de Carcassonne, on arrive à Quillan et on va passer par le col de Montségur, dans l'Ariège. Et oui, forcément. Ah, c'est beau l'Ariège. Oui, c'est beau, avec un petit château au sommet magnifique, demeure Qatar. Allez visiter si vous passez par là. En tout cas, c'est les premiers contreforts des Pyrénées, donc a priori une étape plutôt réservée à mon avis aux échappés, mais à voir. Tu sais, ça peut bagarrer quand même avec les leaders là. Étape 15, on arrive là vraiment dans les Pyrénées avec une arrivée à Andorre-la-Vieille, une étape de presque 200 km et là ça va faire que monter. Et puis après on aura le 13 juillet le départ du Pas de la Case après une journée de repos. Pas de la Case, Saint-Gaudens.
Donc là, par contre, ça va faire l'inverse. Au départ, ça ne fait que descendre pendant 30 bornes. Voilà, ça c'est l'étape préférée après le jour de repos où tu peux bien remettre en route tranquille. Mais c'est pas des étapes très longues au final. Très dures, certes, mais pas très longues. Ouais, c'est vrai. C'est pas ironique. Mais ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans le dur, à mon avis. C'est le 14 juillet pour la 17e étape. Muret-Saint-Lary-Soulan, avec l'arrivée en haut du col du Portet. 16 km à 8,7% de moyenne. Et là, je peux déjà te dire que c'est l'étape préférée d'un certain Tadej Pogačar. Parce que comme tu le sais, j'ai été le rencontrer, je vous dévoile un petit peu ça à l'avance, mais l'entretien complet est à retrouver dimanche sur la chaîne. Et il m'a confié que selon lui, c'était l'étape la plus dure de ce Tour de France et que cette arrivée au Portet allait faire très très mal aux pattes. Bon, on te demande pas qui est ton favori pour cette étape et pour ce Tour de France. Non, c'est pas la peine. Voilà. C'est David Gaudu. Bah ouais. Oui, voilà. Départ de Bretagne, normal. Bien sûr. Ensuite, Loïc, qu'est-ce qui nous reste? On approchera de la fin. Après, on revient plus vers chez moi. Pau, Luzardiden, donc avec 130 km, mais on reste quand même sur du casse-pattes. Du côté de Pau, c'est pas vraiment plat. Donc on aura quoi comme col ce jour-là? Le Tourmalet, accessoirement. Bon, c'est pas vraiment Quoi d'autre? Non, 30 bornes. Ouais, franchement, 30 bornes. Enfin, non. Arrivé à Luzardiden aussi, il faut pas oublier quand même, 7,4% de moyenne sur 13 bornes. Ça va. C'est voilà. Une autre arrivée au sommet à 3 jours de la fin du Tour de France, ça devrait commencer à piquer dans les pattes parce que si ça part plein fer dès la première semaine, ça commencera à faire long. Ouais. Et puis ensuite, en étape 19, on aura un retour vers le Bordelais puisqu'il faudra rallier les Landes à Libourne, 203 km plutôt rapide. Ça te rappellera le Tour des Landes quand on était jeune. J'ai jamais fait. Longue ligne droite, c'est vrai? Non, j'ai jamais fait. C'était Excuse-moi, j'ai dans la sélection équipe de France. Tu sais, un carré de 50 km de côté, et puis voilà. Donc là, en l'occurrence, ce sera 200 bornes tout droit, rapide, qui nous amènera vers la 20e et avant-dernière étape, qui sera le contre-la-montre de Libourne, Saint-Émilion, donc magnifique, dans le Bordelais, au milieu des vignes, voilà, qui fera plaisir à Thomas Bouda. Ah oui, en espérant qu'il soit au départ. Ouais. En attendant, ce sera une très très belle occasion de peaufiner un peu le classement général. Si ça se joue à quelques secondes, ça devrait être le juge de paix de ce Tour de France 2021, puisque le lendemain, ce sera retour à Paris pour la traditionnelle étape des Champs-Élysées et un petit défilé au Champagne. On passerait pas un petit peu à la revue d'effectifs des favoris au départ, Loïc? Ouais, allez, si tu veux. Bon, alors quel est ton favori? Sans plus attendre. Mais moi, tu sais très bien que j'ai jamais vraiment de favori, tu vois. Si, mais t'as toujours un surprenant, donc c'est pour ça que je te demande. Ah, bah moi, c'est Kevin Reza. D'accord. Et la Rez, il est prévu au départ? Non. D'accord. Mais du coup, c'est quand même lui. Je pensais que t'allais me dire Quentin Paché, mais bon. Oui, mais Quentin Paché, il va gagner 4 étapes, tu vois, mais pas le général. Mais au moins, il aura les étapes. Déjà, il y a celle de repos de Landor. Déjà. Le Tourmalet, il va passer en tête. Non, je pense pas, mais je le vois bien en Bretagne. En Bretagne, tu vas voir, il va nous faire un très beau début de tour. Blague à part, on croise des doigts parce que Papa des étapes taillées pour lui. Il l'a dans les jambes et ce serait une belle récompense. Bon, passons aux favoris du classement général. Évidemment, Tadej Pogačar qui est le vainqueur sortant, qui le dit lui-même se sent plus fort que l'année précédente, mais il va quand même avoir fort à faire puisque déjà on a Primož Roglič qui compte bien prendre sa revanche sur l'année dernière et qui, même s'il n'a pas couru depuis le Tour du Pays Basque, il n'a pas couru, c'est assez surprenant. Au final, bon, ce sera peut-être une inconnue de première semaine, on ne sait jamais. Peut-être qu'il va avoir un petit peu de temps à se remettre en route, mais peut-être aussi qu'il finira mieux, contrairement à l'année dernière où il avait perdu le Tour à 2 jours d'arrivée. Chez les Ineos, on a beaucoup de leaders potentiels. Qui est plus chez eux, tu vois. Qui est ton favori? Moi, je dirais Geraint quand même. Geraint Thomas, je le sens bien cette année. Moi, tu vois, j'allais dire justement Carapaz, parce que je pense que il est plutôt dans une phase ascendante de sa carrière, quant à Geraint, il est plutôt sur la phase descendante, et il s'est montré un peu plus impérial sur le Tour de Suisse que ne l'a été Geraint sur le Dauphiné. Voilà, après on sait que ça se joue aussi un peu au fait de course, un petit peu de chance, positionnement, pas de chute, éviter les pépins, donc on verra, mais en tout cas il y a beaucoup d'options dans cette équipe qui s'annonce aussi comme un épouvantail, tout comme d'ailleurs celle de Roglič. Donc il y aura Kruijswijk avec Roglič comme l'année précédente. Et puis pour accompagner les deux têtes de proue d'Ineos, on aura quand même Tao Geoghegaert, ancien vainqueur du Giro, Castroviero, Lucro, Juan Denis, Kwiatkowski, et Richie Porte. Juste.
Accessoirement. Accessoirement. Pour jouer les troubles fêtes dans tout ça, on aura la Movistar comme d'habitude pour faire n'importe quoi. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Pour animer. C'est pas bien, il faut pas tout quitter comme ça. Non, pour animer la course. Non, blague à part, heureusement qu'on les a. Cette année avec Miguel André Lopez, Enric Mas et l'éternel Valverde qui sera là pour... L'éternel, mais moi je le sens pas plus que ça. Tu vois, Enric Mas, il était mieux chez Quick-Step. Ah ben écoute, on ira lui dire ça au départ à Brest. À Brest, on verra. Peut-être qu'il va nous annoncer qu'il y retourne. C'est possible. Du côté de la Astana, tu crois à quelqu'un? Non. Non. Moi, Astana, à part Omar Fraile, Ouais. mais pour en général, je pense pas trop. Fuglsang peut-être. Oui, c'est celui auquel je pensais. Il y aura Lutsenko aussi, mais bon, sur 3 semaines, il n'a jamais vraiment trop. Mais plus pour des accessites, Fuglsang, un top 5, c'est pas inenvisageable. Hein. Oui, top 5, mais là, on parle de vraiment des mecs pour gagner. Donc, moi, je suis pas sûr. Ok. Qui d'autre pour toi dans les 3 étoiles du coup? Voilà, tu m'as mis Bushman, j'y crois pas trop. Rigoberto, un peu moins. Godu, évidemment. Nero, Warren, allez, plus Bushman à la limite, ok. On rappelle qu'il a abandonné sur le Giro, qui était son objectif à la base après une chute. Uran, il a fait quand même un chrono assez impressionnant au Tour de Suisse où il bat Alaphilippe. À voir. C'est 3 semaines, tu vois. Tour de Suisse, c'est une semaine. Hein. À voir. Du coup, on pourrait rajouter aussi, tu l'as dit, David Gaudu pour les Français, Warren Barguil qui seront pas... David Gaudu va tenter le général, il l'a dit. Warren Barguil, je ne pense pas, mais qui sera plus électron libre et qui va se faire plaisir. Pourquoi pas un petit maillot à poids pour Warren, je pense que c'est un objectif. Et puis aider Nairo Quintana. Et puis Warren marchait très fort là. Hein. Et on l'a vu, au Dauphiné, et quand il dit mauvais Dauphiné, bon Tour de France. Voilà, moi je pense qu'il va marcher fort. Moi je voudrais faire une petite prise de risque en mentionnant Julien Alaphilippe, même si on a souvent dit que c'était pas un futur vainqueur du Tour de France, mais je pense que Julien il est dans une toute autre disposition que l'année dernière sur le Tour. Je pense qu'il l'a préparé comme celui de 2019, ce qui ne veut pas forcément dire qu'il pourra atteindre les sommets de 2019, mais en tout cas je pense... il y a ta maman qui t'a écrit, t'es en retard. Et je pense en tout cas que Julien il va nous faire un très beau Tour de France. Voilà, c'est mon petit prono. Mais le seul truc c'est qu'avec Julien, il se le fixe pas en objectif maillot jaune vainqueur du Tour de France. Oui, non. Donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit, mais... Ouais, peut-être pour se décharger un peu. Mais bon, moi je pense que Julien, le but c'est vraiment de gagner des étapes. Quoi. Ouais. Je suis pas sûr qu'il soit... On verra. Un petit mot sur le cas de Christopher Froome qui revient. Alors, on se doute que ça va pas être pour gagner le Tour de France, mais toi t'en penses quoi? T'es content de le revoir? Tu t'en fous pas? Non, moi je l'adore. Chris il déchire. Hein. Franchement c'est un super mec. Et non, je pense que c'est bien qu'il revienne là sur le Tour. Il va essayer de reprouver des choses, mais il est très loin de son plus gros niveau. Alors tu peux pas le mettre en favori pour un général. Tu peux pas le mettre plus en favori que ça sur une étape. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu vraiment au top du top. Mais c'est cool, écoute, c'est un bon retour. Franchement, c'est un bon retour. Oui, du coup, il ne sera pas leader de son équipe. Hein, il va rouler pour des Michael Woods. Tu vois, je le vois mal amener les sprints à André Greppel, mais en tout cas, il sera là en soutien pour son équipe. En tout cas, on est content de le revoir sur les routes du Tour de France. Et bizarrement, tu sais quoi, moi, je mettrais une petite pièce sur le fait qu'il soit encouragé pour la première fois de sa carrière sur le bord des routes. Ça, c'est typique du public français. On aime bien les gens, mais il ne faut pas qu'ils gagnent trop quand même. C'est ça. Donc voilà. Qui on aurait pu mentionner d'autres? J'essaie de regarder les noms qu'on a oubliés parce qu'il y en a évidemment énormément. Mais en outsider ou pour le classement général? Non, pour le classement général, mais en outsider, tu vois. Donc, outsider, moi je dirais Anthony. Je trouve ça quand même étonnant qu'on n'ait pas parlé de Simon Yates, tu vois, qui est quand même un nom. On pourrait ajouter aussi des noms un peu moins attendus comme un Jack Haig qui pourrait marcher. Il y en a d'autres que volontairement j'ai pas mis, comme Fabio Aru qui a un peu déserté les premières places en montagne depuis longtemps. Puis on peut parler de Vincenzo Nibali qui sera là, mais a priori pas pour le classement général. Les chenaux français, t'en penses quoi de Guillaume Martin, toi? Oui, pourquoi pas, en effet. Guillaume Martin, je sais pas du tout quel est son état d'esprit dans le sens où est-ce qu'il va vraiment tenter un top 10 général. Moi, je pense. Je pense que la première semaine déjà va être un peu... Elle va remettre un peu tout le monde primordial comme il faut. Ouais. C'est vrai. Moi, je pense. Mais je pense même, tu sais, qu'il pourrait viser un top 5, hein, mais encore une fois, il y a beaucoup de choses à prendre en compte et il faudrait un petit peu de réussite, on va dire. Tu vois, je dis plus top 5 pour Gaudu et top 10 pour Martin.
Je pense que Guillaume a quand même l'avantage pour lui d'une certaine expérience qu'a pas forcément David, mais après voilà, il faudra avoir un peu cette réussite. Après, si on passait un peu aux chasseurs d'étapes, là du côté des Français, on a de quoi faire puisque on a Benoît Cosnefroy déjà qui est en Cannes, on l'a vu au championnat ce week-end. On a évidemment Warren, on en a parlé, qui à mon avis va tenter des choses. Puis on a des sprinters. Aussi, comme chasseur d'étape, Arnaud Desmar, forcément, je m'attends à ce qu'il nous en plaque au moins une. Brian Cocard qui revient aussi sur le tour pour enfin s'imposer. Et puis Nasser qui est de retour. Donc Arca Samsi qui misera pas tout sur le général cette année. Donc ça fait plaisir de revoir tout ça. Tout ce beau monde. À l'international, il va y avoir du beau monde aussi. En parlant de français, il y a les équipes françaises et puis il y a les francophones. Il y a Van Avermaet qui sera là. On a Soren Kragh Andersen qui a gagné 2 étapes l'année dernière, qui aura à cœur de s'y remettre. Évidemment, on a parlé Van Der Poel à la Philippe qui vont chasser tout ça. C'est sûr, ils vont être là. Bref, Van Der Poel d'ailleurs, qu'on n'attend pas à finir les 3 semaines. Je pense qu'il partira aux Jeux Olympiques un peu plus tôt que prévu, mais en attendant, il a déjà de belles occasions. Il va tout faire pour claquer une étape et vas-y, je rentre à la maison après je vais au JO. C'est sûr. Pour finir cette preview, Loïc, un mot sur maillot vert et un mot sur maillot à pois. Maillot vert, quels sont tes favoris ? Maillot vert, moi je dirais, tu vois, je veux pas rester chauvin, mais Arnaud Desmar, je le sens bien. Pourtant, c'est pas mal. Non, mais t'as raison. Après, qui c'est qu'on aurait en. Peter Sagan, qui est de retour. De retour, mais Sagan, je le sens moins bien que les autres années là. Oui, je pense que tu as raison. Après, tu sais, on a toujours les classiques. Caleb Ewan qui a sur le Giro, Caleb Ewan, il a gagné quoi 2, 3 Oui, après il va en gagner sur tous les grands tours, il a dit. Pour le maillot vert, il faut aussi une certaine régularité. Donc je pense qu'en effet, Sam Bennett a réussi à le remporter. Je pense que Arnaud Desmar a les clés pour le faire. Je pense que Michael Matthews, comme tous les ans, peut être aussi un prétendant. Sonny Colbrelli pourrait pourquoi pas se prendre au jeu. On rappelle parmi les principaux sprinters, on a aussi du coup Pascal Ackermann, Nizzolo qui sont attendus, Viviani, Pedersen, enfin du beau monde en plus de tous ceux qu'on a déjà cités. Et côté maillot à pois, Gaudu. Ah oui, tu penses ? Barguil, Alaphilippe. Qui c'est ce serait un beau maillot à pois, David Gaudu. Franchement, d'un côté, je me dis qu'il se rabattra sur le maillot à pois si le général ne se passe pas comme il veut. Donc, ça me déçoit un peu de le mettre sur cet objectif-là. Je verrais plus un Barguil se fixer ça d'entrée avec une victoire d'étape. Gaudu, c'est s'il se fixe le général, c'est le maillot à pois qui en découlera, si tu veux. Mais il fixera pas le maillot à pois en premier. Il y a Pierre Latour aussi. Oui, moi je mettrais bien une petite pièce sur Nibali. Parce qu'à mon avis, Nibali, il va s'en foutre complètement du général cette année. Il n'a plus rien à prouver. Pourquoi pas aller dans des coups des échappés, voilà. Et il y en a un qui aura à cœur de vraiment bien figurer, c'est Anthony Pérez pour son maillot à pois. C'est vrai. Qui devait prendre le maillot à pois l'année dernière et pendant l'étape où il a pris le maillot à pois, il chute lourdement. Donc du coup, il abandonne le tour. Allez, tu m'as convaincu. Donc je pars sur Anthony Pérez comme maillot à pois. Moi, je pense qu'il va bien se le fixer. Pour la team chocolatine. Bon, Loïc, je pense qu'on a déjà bien fait le tour. Moi, je vous propose qu'on se retrouve mardi prochain pour parler de ça directement depuis Mur de Bretagne. On sera du coup tout le week-end en Bretagne pour suivre un peu l'actualité du Tour de France depuis là où ça se passe. Et prendre un peu la température de tout ça. Et puis, on vous dit à très bientôt. Vous avez compris, il y a du contenu exclusif qui arrive sur la chaîne avec l'interview de Tadej Pogačar. Il y aura aussi la vidéo du Ventoux que vous avez été nombreux et nombreux à nous demander. Donc, beaucoup de choses autour du Tour, mais pas que. Donc, restez bien connectés. Et puis, à bientôt. Allez, à plus. Salut. Ciao.